Imaginez une silhouette longiligne, à peine éclairée par les néons froids d'une cabine de défilé. Elle ajuste son bustier Dior avec des gestes mécaniques, un sourire figé aux lèvres pendant que ses côtes saillantes projettent des ombres inquiétantes sur le miroir. I'm Parisian. Of course I've never been to the Eiffel Tower. Ce soir-là, personne ne voyait Adèle Farine. Tout le monde regardait une robe. Et elle, dans son silence glacé, se demandait si disparaître n'était pas le prix à payer pour exister sur un podium. Pendant 5 ans, elle a fait semblant. De sourire, de manger, d'aimer son reflet. Figure récurrente de Vogue Paris, muse discrète des maisons haute couture, Adèle incarnait la perfection fantasmée du luxe français. Mais derrière les clichés impeccables, une vérité qu'elle a longtemps tue. Son corps n'était pas un instrument de beauté, mais un champ de bataille. Puis, en 2022, elle a parlé. Pas dans une interview retouchée ou une confession mélodramatique, non. Juste une vidéo, brute, intime, dans laquelle elle murmure « J'ai appris à aimer mon corps au-delà des castings ». En quelques heures, les réseaux se sont enflammés. Et le monde de la mode, habitué à balayer les fragiles, s'est retrouvé face à un miroir qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais avant ce cri libérateur, qui était Adèle Farine ? Que cache cette grâce armée de silence et d'eau fragile ? Pour comprendre, il faut remonter aux origines, là où tout a commencé, là où rien ne brillait encore. Avant les projecteurs, les flashs, les tissus griffés et les regards scrutateurs, il y avait une petite ville de Provence aux toits gris, quelque part entre Tours et Poitiers. C'est là, dans une maison aux volets toujours clos, que grandissait Adèle Farine. Elle était l'aînée de 3 enfants, dans une famille où l'on ne parlait pas trop, où les gestes remplaçaient les mots et où les repas se prenaient dans un silence presque religieux. Son père, technicien dans une usine de pièces automobiles, rentrait chaque soir avec les mains noires de cambouis et les traits tirés. Sa mère, ancienne coiffeuse reconvertie en femme au foyer, gardait en elle une forme d'aigreur silencieuse, comme si la vie lui avait fait une promesse qu'elle n'avait jamais tenue. Il n'y avait pas de violence, pas de cris, juste une atmosphère étouffante, faite de non-dits, d'attentes muettes et de regards qui pèsent plus que les paroles. Adèle, déjà tout en jambes et en silence, se tenait souvent à l'écart. À l'école, on la trouvait bizarre. Trop grande, trop pâle, trop maigre. Elle passait ses récréations à dessiner des silhouettes élancées dans un vieux cahier d'anglais ou à observer les autres enfants avec une distance qui la faisait paraître hautaine. En vérité, elle avait juste appris à se faire oublier. Son corps, dès l'enfance, lui échappait. Elle grandissait vite, trop vite. À 12 ans, elle mesurait déjà 1,75 m. Les autres filles la surnommaient « le lampadaire ». Les garçons n'osaient pas l'approcher. Dans les vestiaires, elle se recroquevillait, honteuse de ses côtes visibles et de son torse plat. Sa mère, gênée par cette croissance démesurée, lui achetait des vêtements trop amples pour ne pas faire vulgaire. Et son père, d'un ton détaché, lui répétait qu'elle serait jolie quand elle arrêtera de faire la gueule. Mais c'est dans cette étrangeté, dans ce sentiment de décalage, qu'est née une force sourde. Adèle lisait en cachette des vieux numéros de Marie-Claire trouvés dans un vide-grenier. Elle découpait les visages d'Alec Weck, de Stella Tennant, de Kristen McMenamy. Des femmes aux traits hors normes, qui semblaient ne s'excuser de rien. Un jour, elle est tombée sur une photo de Kate Moss dans une campagne Calvin Klein, se fait une révélation. Elle n'était pas laide, elle était simplement ailleurs. À 13 ans, elle a commencé à se prendre en photo avec le vieil appareil de son oncle. Des autoportraits souvent flous, dans des robes de seconde main, le regard droit vers l'objectif. C'était son journal intime en images. Un moyen de reprendre possession de ce corps qu'on lui faisait honte d'habiter. Son environnement ne la comprenait pas. Une prof principale lui conseilla de redescendre sur terre lorsqu'elle évoqua l'idée de travailler dans la mode. Sa mère l'en dissuada fermement. Les filles comme nous ne montent pas sur les podiums. Elles nettoient les coulisses. Mais Adèle, pour une fois, ne répondit rien. Elle rangea ses photos, mais pas ses rêves. Ce fut un hiver particulièrement rude qui marqua une rupture. Adèle, 15 ans, traversait une crise existentielle silencieuse. Elle mangeait de moins en moins, dormait peu, passait ses soirées sur Tumblr à admirer les shootings de Paolo Roversi. Son visage s'était creusé, ses joues étaient devenues des angles. Pour la première fois, on lui dit qu'elle avait le profil d'un mannequin. Et cette phrase anodine devint une obsession. Mais cette histoire ne commence pas par une découverte dans la rue.
Elle commence ici, dans une ville oubliée, avec une adolescente invisible, affamée d'ailleurs, et qui, sans le savoir encore, portait déjà en elle une fêlure que la mode allait bientôt polir ou briser. Ce n'était ni dans un centre commercial, ni sur une plage estivale. Le tournant de la vie d'Adèle Farine a eu lieu dans un décor autrement plus banal. La salle des fêtes d'une petite commune, un samedi d'hiver, pendant un vide dressing organisé par une association de lycéennes. Elle avait 16 ans, portait un vieux manteau d'homme rapiécé et se tenait debout près d'un portant bancal où elle vendait quelques vêtements trop petits. Ce jour-là, une femme l'a fixée longuement. Elle portait un béret en feutre noir, des lunettes cerclées d'or et une curiosité tranchante dans le regard. Elle s'est approchée son détour. « Tu n'as jamais pensé à faire du mannequinat ?» Adèle a rougi, instinctivement. Elle croyait à une plaisanterie. Mais la femme s'est présentée, directrice de casting indépendante, à la recherche de profils hors normes pour un projet éditorial. Elle lui a tendu une carte griffonnée à la hâte, un prénom, un email, rien d'officiel. Adèle l'a glissée dans sa poche, sans trop y croire. Le soir même, elle l'a ressortie. Elle a hésité, longtemps, avant d'envoyer 3 photos mal cadrées, prises dans sa chambre. Elle n'attendait rien. Et pourtant, 3 jours plus tard, un message est arrivé. « Tu as un visage, viens à Paris ». La réaction de ses parents fut prévisible. Son père haussa les épaules. « C'est des conneries ». Sa mère fut plus tranchante. « Tu vas te faire avoir. Tu crois qu'ils attendent les filles de Loudun pour faire la couverture de Vogue ?» Mais Adèle, cette fois, ne chercha pas l'approbation. Elle économisa sur ses repas de midi, vendit quelques affaires sur Vinted et prit un bus pour Paris avec une valise minuscule et une adresse griffonnée sur un post-it. Le premier casting fut une épreuve sensorielle. Une salle blanche, des filles de tous horizons, des talons qui claquent, des chuchotements en italien, des regards évaluateurs. Adèle se sentit minuscule, déplacée, transparente. Quand son nom fut appelé, elle entra dans une pièce nue, face à 3 personnes qui ne levèrent même pas les yeux au début. « Marche !» C'était tout. Elle marcha. Mal, trop raide, trop timide. Mais il y avait quelque chose dans son regard, dans sa manière de ne pas chercher à plaire qui les arrêta. Une femme prit une photo Polaroid, la fixa quelques secondes, puis murmura. Elle a une mélancolie graphique. Ce fut le début. Une signature dans une petite agence, quelques tests photos pour des écoles de mode, des collaborations non rémunérées mais passionnantes. Adèle découvrit le langage des tissus, la fatigue des shootings en plein hiver, les attentes interminables, les maquilleurs désabusés, les compliments en demi-teinte « Tu as l'air malade, c'est parfait ». Elle n'avait pas encore 18 ans lorsqu'un styliste belge la recommanda à un photographe de renom pour un édito de fin d'année. Le thème, la disparition de soi. Adèle posa dans une robe Margiela, le visage à moitié effacé par des ombres, le corps dissimulé sous des volumes absurdes. Les photos firent sensation. Le visage d'Adèle, maigre, énigmatique, apparaissait dans une lumière presque sacrée. On ne savait pas qui elle était, mais on la voulait. Son nom commença à circuler. La fille spectrale, la mannequin silencieuse, la beauté en négatif. Une esthétique fragile, presque dérangeante, et dans ce monde de forme et d'obsession, son absence de vanité devenait une marque. Ce n'était plus elle qui cherchait à entrer, c'était l'industrie qui frappait à sa porte. Mais personne, pas même Adèle, ne mesurait encore à quel point cette porte ouverte allait la dévorer de l'intérieur. Quand Adèle Farine a foulé le podium du défilé Dior automne-hiver 2020, vêtue d'un tailleur noir architectural inspiré des silhouettes des années 40, le silence dans la salle n'était pas celui de l'indifférence. C'était un silence suspendu, comme une inspiration collective. Elle avançait sans heurts, droite comme une ligne de crayon, avec ce regard vacant que les directeurs artistiques adorent. Ni défiant, ni soumis, simplement absent. Ce jour-là, Paris avait une nouvelle obsession. Les semaines suivantes furent une spirale vertigineuse. Valentino, Balenciaga, Rick Owens. Elle était partout. Les critiques s'enthousiasmaient pour sa présence fantomatique, sa géométrie presque irréelle. Les photographes la poursuivaient en backstage, espérant capter ce quelque chose qu'elle dégageait sans le savoir, une forme de beauté qui ne cherche pas l'adhésion. Et pourtant, elle fascinait. Son premier grand shoot pour Vogue Paris fut orchestré par le célèbre Paolo Reversi dans une mise en scène brumeuse de forêts de pins et de voiles flottants. Reversi déclara après la séance « Adèle n'interprète pas la mode, elle l'habite. Elle est comme un souvenir que l'on essaie de rattraper. » Ces mots, imprimés noir sur blanc dans l'édito de février 2021, marquèrent un tournant. Ce n'était plus une promesse, mais une muse, une entité. Elle devint le visage d'une campagne mondiale pour Givenchy, puis vint Saint-Laurent,
puis une série de portraits signés Jürgen Teller, volontairement crus, où elle posait sans maquillage. L'air exténué mais lucide. Le message était clair. Adèle Farine n'était pas un produit, c'était une atmosphère. On ne la consommait pas, on la contemplait. Mais derrière les rideaux des coulisses, la cadence était inhumaine. 10 castings par jour à la Fashion Week, des essais jusqu'à minuit, des nuits blanches sur les plateaux glaciales en Islande, des vols à 5 heures du matin. Et partout cette injonction, reste comme tu es, ne mange pas trop, ta mélancolie est précieuse. Elle entendait, en permanence, les mêmes phrases chuchotées autour d'elle comme une litanie. Elle est parfaite, on dirait qu'elle est en convalescence. C'était devenu un compliment. On la félicitait d'être fragile, translucide, presque souffrante. Son succès reposait sur une illusion de disparition. À aucun moment, elle ne se sentait puissante. Chaque couverture était une victoire pour l'équipe créative, rarement pour elle. Elle se contentait d'exister comme support visuel. Et plus elle disparaissait derrière les vêtements, plus on la réclamait. Un moment charnière fut sa collaboration avec la maison Schiaparelli. Le styliste, fasciné par son silence, lui demanda de défiler avec un masque doré recouvrant la moitié de son visage dans une robe structurée inspirée des statues grecques. Ce défilé devint viral. Mais Adèle, ce soir-là, pleura dans les toilettes du Grand Palais. Pas par fatigue, par vertige. Elle ne savait plus si elle était encore là, quelque part, derrière les plis, les formes, les regards. Elle confia un jour, lors d'un échange informel en coulisses, « On me demande d'être une page blanche, mais j'ai de l'encre sous la peau. » Ce fut la seule fois à cette époque où elle laissa filtrer un doute. Son ascension était fulgurante, mais son regard, lui, restait figé. Comme si chaque succès était une marche de plus vers une absence d'elle-même. Les magazines continuaient de la porter au nu. Les jeunes mannequins rêvaient de sa carrière, les marques de son image. Et pourtant, à chaque pas sur le podium, Adèle avançait un peu plus loin d'elle-même. Elle avait atteint le sommet. Mais à quel prix ? Le 3 avril 2022, Adèle Farine a publié une vidéo de 2 minutes sur son compte Instagram. Aucun maquillage, aucune musique, juste elle, assise par terre, adossée à un mur blanc, les yeux gonflés par des heures de larmes. Elle ne regardait pas l'objectif, elle chuchotait, sa voix tremblait. Et pourtant, chaque mot tombait comme une détonation. Pendant 5 ans, je me suis affamée pour rester aimée. Aujourd'hui, je choisis de vivre. Le monde de la mode, habitué aux révélations calculées et aux confessions scénarisées, a vacillé. Car Adèle n'a pas seulement évoqué des troubles alimentaires, elle a brisé un tabou fondateur. Elle a révélé l'envers d'une esthétique qu'elle incarnait mieux que quiconque. Elle a exposé le mensonge collectif dont elle était devenue le symbole malgré elle. Ce n'était pas un coup de com'. Elle ne promouvait rien. Elle n'annonçait aucun projet. Elle ne cherchait pas à renaître médiatiquement. Elle parlait pour survivre. Et cela changeait tout. Très vite, les commentaires ont afflué. Certains compatissants, d'autres cruels. On s'en doutait. Pourquoi maintenant, elle crache dans la soupe ? Les journalistes se sont emparés du sujet. Les plateaux télé ont invité des sociologues de la beauté. Les agences ont préféré se taire. Et les maisons de couture, gênées, ont continué comme si de rien n'était. Mais dans l'ombre, de nombreuses mannequins ont remercié Adèle. En privé, par message, avec pudeur. Parce qu'elle avait dit tout haut ce que beaucoup vivaient dans le silence. La peur de grossir, l'obsession du contrôle, la solitude face aux injonctions contradictoires. Être fine sans être malade, être éthérée sans disparaître. Pendant des années, Adèle avait intériorisé les règles tacites du métier. Ne jamais se plaindre, ne jamais dire non, surtout pas parler de nourriture, encore moins de soins psychiatriques. Elle avait obéi, elle s'était rendue docile pour ne pas perdre sa place. Et un jour, ce corps qu'on vantait tant s'est effondré. Son poids était descendu sous la barre critique, ses règles avaient disparu. Elle dormait à peine, sa peau saignait sous le maquillage, et elle, stoïque, continuait de défiler. Parce qu'on lui disait qu'elle était parfaite, parce qu'on la félicitait de sa discipline. Son déclic n'a pas été un effondrement spectaculaire. C'était un matin ordinaire dans un hôtel de Milan, après un défilé. Elle s'est regardée dans le miroir, et pour la première fois, elle n'a rien ressenti. Ni honte, ni fierté, juste un vide social. Elle avait l'impression d'être un cadavre apprêté. Ce jour-là, elle a pris une décision, tout arrêter. Refuser les castings, se faire hospitaliser, suivre une thérapie et surtout parler. Lors d'un entretien accordé quelques mois plus tard à Libération, elle a déclaré «
On m'a toujours dit que mon corps était mon outil de travail, mais j'ai compris qu'il était d'abord ma maison. Cette phrase, simple et radicale, a marqué un tournant. Elle n'était plus seulement mannequin, elle devenait témoin, militante malgré elle. Elle a décliné plusieurs offres de marques qui voulaient capitaliser sur son retour. Elle a refusé de poser pour une campagne body positive qu'elle jugeait hypocrite. Elle voulait de la sincérité, pas de la récupération. Adèle ne prêchait pas, elle ne donnait pas de leçons. Elle racontait son histoire, avec pudeur, mais avec une lucidité tranchante. Et cette posture, rare dans un milieu souvent aseptisé, a forcé le respect. Elle n'a pas rompu avec la mode, elle a rompu avec sa soumission à ses dictates. Elle a arrêté de se plier, elle a commencé à choisir. Elle a commencé à se choisir. Après sa vidéo confession, Adèle Farine a tout simplement disparu. Pas de story, pas de selfie, pas de tapis rouge, pas même une apparition furtive en front row. Pendant plus d'1 an, le compte Instagram est resté muet. Aucun média ne savait où elle se trouvait. Les rumeurs ont proliféré. Elle serait retournée vivre chez ses parents, internée dans une clinique suisse, recluse dans une ferme collective. Mais en réalité, elle s'était retirée dans un lieu bien plus banal. Un petit appartement anonyme à Lyon, loué sous un faux nom, avec un chat adopté et des rideaux épais pour ne plus voir les flashs du monde extérieur. Ce silence n'était pas une stratégie, c'était une nécessité. Le corps d'Adèle, en ruine, demandait grâce, des mois de réapprentissage, dormir, manger, marcher sans trembler. Son quotidien était rythmé par des rendez-vous médicaux, des séances de thérapie, des longues promenades dans les parcs urbains. Elle, qui avait été réduite à une taille de jean, redécouvrait ce que c'était que d'avoir un souffle, une fatigue, une faim. Elle se regardait dans le miroir sans haine. Parfois, d'autres fois, elle fermait les yeux. Mais la vraie douleur n'était pas physique, elle venait de l'intérieur. Un vertige. Et si tout cela n'avait servi à rien? Si elle n'était que la projection des fantasmes des autres? Si, une fois guérie, elle devenait inutile? Elle, qu'on avait encensée pour son absence de chair, craignait de ne plus exister une fois revenue à la vie. Les appels des agences ont cessé. Les journalistes ont arrêté de demander des interviews. La mode, ce monstre affamé de nouveautés, était déjà passé à autre chose. D'autres visages, d'autres spectres occupaient désormais le podium. Et Adèle, dans sa solitude choisie, a dû affronter une peur primitive, celle d'être oubliée. Mais il y a des renaissances qui ne s'annoncent pas avec fracas. Elles naissent dans la lenteur, la poussière, les gestes minuscules. C'est en accompagnant une amie photographe sur un projet bénévole qu'Adèle a remis un pied dans l'image. Elle ne posait pas, elle tenait la lumière, aidait à installer les fonds. Mais un jour, une jeune mannequin débutante, nerveuse, lui a demandé « Tu pourrais me montrer comment marcher ?» Adèle a hésité. Puis elle a enlevé ses baskets, redressé les épaules et a avancé sur le sol nu avec une grâce intacte, mais plus posée, plus terrienne. Cette marche simple contenait des années de douleur, d'efforts, de dignité retrouvée. Et ce moment a déclenché quelque chose. Elle n'a pas cherché à revenir. C'est une petite marque de prêt-à-porter éthique fondée par 2 anciennes stylistes exclues du circuit traditionnel qui l'a recontactée. Elle ne voulait pas d'un visage, elle voulait une présence, quelqu'un qui comprenait les failles. Adèle a accepté. Une série de portraits doux, sans retouche, où elle riait, pleurait, s'étirait, vivait. Les réactions furent intimes, bouleversantes. Des jeunes filles, des mères, des inconnus. Pas de paillettes, mais des mots vrais. Merci de revenir. Je me suis reconnue dans ton silence. Tu n'es pas une icône, tu es humaine. Elle a ensuite animé des ateliers dans des écoles de mode, parlé à des groupes de mannequins en devenir, non pas pour diaboliser la mode, mais pour témoigner, pour ouvrir des brèches. Elle disait « Je ne vous dirai jamais quoi faire, mais je veux que vous sachiez que vous avez le droit de dire non. » Adèle Farine n'a pas fait de comeback, elle a fait un choix, celui de ne plus se tordre pour rentrer dans les cadres, celui de ne plus confondre notoriété et amour. Elle n'était plus l'ombre d'elle-même, elle était une lumière douce, mais tenace, une survivante qui n'avait plus peur de se montrer. Elle n'a jamais crié, jamais accusé, jamais brûlé les ponts. Adèle Farine a choisi une autre forme de courage, celui du retrait, du silence habité, de la parole mesurée. Elle n'a pas changé l'industrie, mais elle a fissuré son miroir. Elle a forcé la mode à se regarder sans phare, ne serait-ce qu'un instant.
Aujourd'hui, elle vit loin des podiums. Elle continue à photographier l'ordinaire, à enseigner la marche comme un acte de reconquête. Son nom n'est plus en mine, mais son histoire, elle, circule de bouche à oreille, dans les écoles, les castings, les vestiaires. Elle est devenue un murmure de résistance. Son visage, jadis emblème de perfection glacée, est désormais le rappel d'un combat intérieur, et sa phrase, celle qu'elle a laissée comme un manifeste, résonne encore. J'ai appris à aimer mon corps au-delà des castings. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais, peut-être qu'elle n'en a plus besoin, car sa trace, elle a, dans chaque regard de jeune fille qui ose dire non, dans chaque pas ralenti sur un podium trop rapide, dans chaque respiration qu'on reprend sans peur. Et si, un jour, Adèle décidait de remonter sur scène, le monde serait-il enfin prêt à la voir autrement que comme un cintre ? Serait-il prêt à voir la femme et non plus l'image ?